Bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver dans l'émission. C'est votre hôte, Danny Haifong. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné du professeur Mohammad Marandi, en direct de Téhéran. Professeur Marandi, heureux de vous revoir. Salut Danny, très heureux de te voir aussi et merci beaucoup de m'avoir invité. Bien sûr, tout le monde pensait à mettre un j'aime en arrivant. Ça aide vraiment à faire remonter l'émission dans l'algorithme de YouTube. Alors, personnellement, je vous propose de commencer par ça. Il y a eu une flambée de tension ces 48 à 72 dernières heures, évidemment. Vous savez, on ne s'est pas parlé depuis environ une semaine. Et ces 2 ou 3 derniers jours, il s'est passé pas mal de choses dans le détroit d'Ormuz. Rien que ces dernières 24 heures, des images ont circulé, partagées par The Cradle à partir de Fars News, montrant un drone MQ-9 Reaper abattu au-dessus du détroit d'Ormuz. Et tout ça arrive alors qu'on entend parler de ce projet appelé Freedom. Trump avait déclaré qu'il allait escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz dans le cadre d'une mission humanitaire, avant que tout soit annulé très brusquement. D'après des informations de NBC, l'Arabie Saoudite, Oman et plusieurs autres pays du Golfe auraient en fait bloqué l'accès des États-Unis à leurs bases militaires et à leurs ressources dans la région. Cela aurait empêché Trump et les États-Unis de lancer le projet Freedom. Alors, professeur Marandi, quelle est votre lecture de la situation actuelle concernant la guerre? Et que voulez-vous dire exactement? On a l'impression qu'il y a une série d'humiliations successives que l'administration Trump subit en prolongeant cette période sans paix, mais aussi avec une certaine hésitation à relancer la guerre, malgré tout le bruit qu'on fait autour de ça. Oui, enfin, si on revient à l'année dernière, pendant la guerre de 12 jours, Trump a exigé une reddition sans condition après seulement quelques jours, je crois. Je me souviens plus exactement quand il a dit ça. Et cette guerre ne s'est pas bien terminée. Il était clair que, dans un affrontement direct avec le régime israélien, même si les États-Unis étaient impliqués, ils ravitaillaient les avions du régime israélien et la Jordanie aidait avec les systèmes radars dans le Golfe Persique. Tous soutenaient les Américains et le régime israélien. Et l'espace aérien de la Turquie, ainsi que les bases américaines en Turquie, participaient aussi à la guerre contre l'Iran. Et pourtant, malgré tout ça, les Iraniens ont gagné la guerre. Même si c'était une attaque éclair, les États-Unis sont intervenus avec une force bien plus importante que tout ce que le régime israélien pouvait rassembler. Bien sûr, les Américains ont participé à la guerre de 12 jours, avec une frappe sur les installations nucléaires iraniennes. Mais quand les États-Unis se sont préparés pour la guerre du Ramadan, qui a commencé par l'attaque contre les écoliers, le dirigeant et d'autres figures politiques et militaires, là encore, Trump, dès le début, a exigé une reddition sans condition. On a l'impression qu'en Occident, ils n'arrivent pas à dépasser cette idée que l'Iran est une société sophistiquée. La République islamique bénéficie d'une forte légitimité publique et le peuple iranien est résilient, résistant. Leurs forces armées sont compétentes et capables, mais ils n'arrivent tout simplement pas à le comprendre. Ça ne colle pas avec leur récit orientaliste. Et bien sûr, Trump a eu des succès un peu partout dans le monde en intimidant des pays sur les droits de douane et sur toute une série d'autres sujets, sauf avec la Chine. Mais il a fait pression sur l'Inde, sur les Européens, sur les Latino-Américains et ainsi de suite. Alors, en 39 jours de combat, on est passé d'une reddition sans condition à un plan en un seul point, comme base de négociation. C'était humiliant. Et Trump a été attaqué pour ça, de tous les côtés aux États-Unis. On s'est moqué de lui, et puis sa porte-parole a dit « Non, on a mis ça à la poubelle ». Mais lui,
il avait accepté. C'est uniquement pour cette raison que l'Iran a arrêté les combats. Sinon, l'Iran était tout à fait prêt à continuer. Mais ça a été une défaite symbolique pour les États-Unis et pour Trump en particulier. Et quand je dis les États-Unis, je parle du régime de Trump et des élites. Parce qu'en réalité, le peuple américain est contre la guerre, contre cette guerre, et il en est victime comme tout le monde. Ensuite, il y a eu les négociations de cessez-le-feu. Et pendant cette période, surtout avec le blocus imposé par les États-Unis, ils affirmaient encore qu'ils allaient affamer le peuple iranien. Ils s'en vantaient, persuadés qu'ils allaient affamer le peuple iranien. Mais ça n'a pas marché. Ça montre leur inhumanité. Ils ont essayé d'affamer des gens ordinaires, mais ça a échoué. Et depuis, la souffrance du monde entier s'est aggravée à cause de Trump. Trump, Netanyahou et les sionistes ont imposé une crise économique mondiale. Puis, après le cessez-le-feu, ils ont empiré la situation, encore et encore, en violant ce cessez-le-feu, puis en imposant un blocus sur le détroit d'Ormuz. Et clairement, ça ne se passait pas bien. Sinon, on n'aurait pas eu cette opération, ou le projet Freedom, s'il leur suffisait simplement d'attendre tranquillement que l'Iran s'effondre. Si tout allait bien, ils n'auraient rien eu à faire. Donc évidemment, ça n'allait pas bien. Ça aussi, ça a échoué. Et c'était évident dès le départ que ça échouerait. Je pense que c'était un signe de désespoir. Donc peu importe les raisons derrière tout ça, que les Saoudiens aient empêché Trump d'utiliser leur espace aérien ou non, ça n'aurait rien changé. Ils allaient échouer, comme ils échouaient déjà au départ parce que leur espoir, c'était que les Iraniens soient intimidés et ne réagissent pas. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et on l'a vu, peu importe qui a frappé les Émirats. Certains disent que ce sont les Iraniens, d'autres les Saoudiens, d'autres encore les Américains. Plusieurs navires ont été touchés et il n'en est rien sorti. Donc, encore une défaite pour Trump. Et comme je te le disais avant l'émission, beaucoup pensent, et c'est une idée qui circule depuis quelques semaines déjà, qu'une attaque pourrait être imminente. Et en Iran, ils sont en alerte maximale. Ça pourrait être ce soir, demain ou même ce week-end. Personne ne sait. Peut-être que ça n'arrivera pas. En fait, on pense que ça ne devrait pas arriver parce qu'on approche de la rencontre entre le président Xi de Chine et Trump, le président des États-Unis. Mais encore une fois, on parle de Trump et il n'est pas sain d'esprit. Je te disais avant l'émission qu'il faut se mettre dans la tête d'un fou si on veut essayer d'analyser Trump. Et pour toi, pour moi et pour tout ton public, sauf peut-être une ou deux personnes qui écoutent au nom du régime Trump, je ne pense pas qu'on ait des fous parmi nous. Je suis même assez sûr que non. Donc c'est échec après échec. Et si les États-Unis attaquent à nouveau, ils échoueront. Elles ne feront qu'aggraver la crise économique mondiale et rendront sans doute une dépression globale inévitable. En ce moment, on se dirige clairement vers une récession majeure. Et si ça continue encore un peu, ce sera une dépression. Mais si on entre en guerre, même une guerre de courte durée, je pense qu'on peut dire avec certitude qu'il y aura une dépression. Même une guerre courte pourrait provoquer une dépression majeure. Surtout si les États-Unis commencent à viser et que Netanyahou commence à viser les infrastructures vitales de l'Iran. Dans ce cas, l'Iran frappera les infrastructures vitales du régime israélien, ainsi que celles, les bases et les régimes de la région du Golfe Persique qui en font partie. Souvenez-vous, sans ces 5 régimes arabes et sans la Jordanie, les États-Unis ne peuvent pas mener de guerre contre l'Iran. C'est tout simplement impossible. D'un point de vue logistique, c'est impossible. Donc, on en est là. C'est échec après échec pour Trump. Mais certains, en Iran, pensent que Trump joue son va-tout
qu'il est désespéré, mais qu'il se dit que peut-être cette fois, s'il mise la maison, la voiture et tout le reste, si c'est bien comme ça qu'on dit en anglais, alors il a une chance de tout regagner et d'en sortir victorieux. Mais à mon avis, il est inévitable que ce soit un échec catastrophique pour les États-Unis, à cause de Trump et de Netanyahou en particulier. Parce qu'au fond, la force motrice derrière cette catastrophe, c'est le sionisme. Oui, eh bien, ça soulève la question. Vous avez dit, je crois, quelque chose de vraiment intéressant quand vous avez expliqué que peu importe qui est responsable des frappes qui ont eu lieu dans et autour du détroit d'Ormuz ces derniers jours, certains se demandent s'il pourrait y avoir une implication israélienne, un sabotage peut-être. Les Émirats arabes unis ont annoncé qu'ils activaient leur défense aérienne. Mais alors, contre qui exactement? Et puis, l'Iran affirme que ce serait en réalité les États-Unis qui provoqueraient le chaos, avec des tirs amis et ce projet un peu improvisé, appelé Project Freedom, qui aurait tué des civils iraniens. Il me semble que 2 bateaux ont été touchés. Mais dans l'ensemble, l'Iran rejette toute la responsabilité sur les États-Unis pour chacune de ces frappes. On dirait que tout ça s'est passé dans les 48 à 72 dernières heures, avec l'implication des États-Unis, y compris ce navire sud-coréen qui a été touché dans le détroit d'Ormuz. Ils affirment qu'ils n'y sont pour rien non plus. Donc au final, il semble que le résultat soit le même. Ça n'améliore pas la situation. Et Trump a dû faire marche arrière, la queue entre les jambes, et arrêter tout ça, quelles qu'en soient les raisons. Mais maintenant, on a l'impression que les pays du Golfe sont soit laissés de côté, soit qu'ils commencent peut-être à comprendre que si la situation s'envenime, si le projet Freedom s'était transformé en véritable guerre ouverte, eh bien on sait qui en aurait payé le prix. Ce ne serait pas forcément Israël, ce serait surtout les États du Golfe. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tu as raison. Je veux dire, il n'y a eu aucune victime dans l'armée iranienne. Aucun bateau militaire, aucun navire, aucun hors-bord iranien n'a été attaqué. Et ça montre simplement à quel point l'armée des États-Unis est incompétente. Ils ont frappé des bateaux civils. Les gens qui étaient à bord, ce sont des civils. Leurs noms ont été publiés. Les survivants ont été interrogés. Et on a vu le bateau, on a vu les dégâts. C'est évident pour tout le monde. Mais c'est comme ça que fonctionne le régime Trump. Quand ils bombardent des écoles, ils n'assument pas leurs actes. Dans ce cas-là, je pense que c'était volontaire. Et ici, ça l'était peut-être aussi. Je veux dire, ils ont peut-être visé ces cibles civiles délibérément. Qui sait ce qui se passe dans la tête de ces employés du genre Epstein? Mais ce qui compte vraiment, c'est que chaque jour qui passe, on se rapproche un peu plus d'une catastrophe mondiale. En ce moment, le monde ressemble à un patient qui a de la fièvre. Et tout ce qu'on voit, c'est la fièvre, sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des prix qui flambent, le pétrole, l'énergie, la nourriture. Mais on ne voit pas que tous ces produits qui venaient du Golfe Persique, les produits pétrochimiques, les engrais, les différentes formes d'énergie, les biens raffinés, tout ça sert dans une multitude d'usines, de chaînes de production, d'entreprises. Et chacune de ces coupures va provoquer des perturbations. Et donc, on va assister à des perturbations un peu partout dans le monde, dans les jours et les semaines à venir, qui vont continuer à s'amplifier. Parce que maintenant, enfin, les vraies pénuries commencent à apparaître. Chaque jour qui passe, sans que Trump cherche une solution raisonnable, une solution pacifique, ne fait qu'aggraver la situation. Mais les États-Unis n'ont pas la volonté de le faire. Le lobby sioniste ne semble pas vouloir permettre la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Les sionistes et Netanyahou sont déterminés à entretenir les flammes
et à poursuivre le massacre au Liban, à continuer de pousser à la confrontation dans la région du Golfe Persique. Et cette escalade, on a l'impression qu'il n'y a personne à la Maison-Blanche capable d'y mettre un terme. Eh bien, au début de l'émission, j'ai montré ce qui semblait être le moteur de ravitaillement du drone MQ-9 Reaper qui a été abattu. Et depuis, il y a eu de nombreux rapports de notre part et de Broad and Deep qui confirment ce que vous dites. La situation se dégrade. Et ce n'est pas forcément du côté iranien que ça se dégrade. Non seulement on rapporte que presque chaque fois qu'un appareil militaire américain s'approche de l'Iran, il est pris pour cible, mais il y a aussi le fait que l'Iran a reconstruit les ponts et les habitations qui avaient été partiellement ou totalement détruits pendant la guerre. Il y a aussi l'annonce de l'autorité du Golfe Persique, ou de l'autorité du détroit Persique, qu'a faite l'Iran. Rien que cette annonce a fait remonter les prix du pétrole, parce qu'elle montre que l'Iran ne cède pas. Peut-être que vous pouvez entrer un peu dans le détail de tout ça. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans la trajectoire actuelle de l'Iran qui rend si difficile pour les États-Unis, et bien sûr pour leurs alliés israéliens, de prendre une décision claire sur la marche à suivre? On a vraiment l'impression qu'ils sont coincés. Quoi qu'ils fassent, ils sont perdants. Oui, je pense que ce qu'Axios a fait hier, par exemple, c'était clairement une tentative de gérer les marchés, de les manipuler. Et ça a plutôt bien marché, du moins comme on dit. Mais sur le marché au comptant, c'est une situation complètement différente. Donc je suis sûr que beaucoup d'argent a été gagné hier grâce au faux rapport d'Axios sur cet accord d'une page entre l'Iran et les États-Unis, qui était entièrement inventé. Il n'y avait rien de tel. C'était une fabrication du début à la fin. Et j'imagine que ici, on pense qu'Axios est contrôlé par Wyckoff pour mener une guerre psychologique et manipuler les marchés. Donc, l'idée ici, c'est que certaines personnes ont dû gagner beaucoup d'argent hier avec le rapport d'Axios. Et Axios fait ça régulièrement. Personne ne devrait prendre Axios au sérieux. C'est juste un outil de guerre psychologique, mais surtout maintenant, de plus en plus, un instrument de manipulation des marchés. Ces gens sont devenus tellement avides et ils ont tellement gagné en manipulant le marché qu'ils semblent avoir oublié la raison pour laquelle Axios était utilisé à l'origine comme outil. Ils peuvent faire baisser les prix sur le papier, mais ça ne changera pas la réalité. Parce qu'à mesure que les jours passent, le déficit en pétrole, lui, ne fait qu'augmenter. Le déficit en GNL, en gaz naturel, en produits pharmaceutiques, en hélium, en engrais, tout ça ne fait qu'augmenter. Et bien sûr, ces régimes arabes du Golfe Persique ne gagnent plus vraiment d'argent. Donc, ils vont sans doute devoir retirer des liquidités de leurs actifs en Occident, que ce soit sur les marchés boursiers ou obligataires. Et évidemment, ils n'y investissent plus non plus. Il y a donc énormément de facteurs qui montrent qu'au fur et à mesure qu'on avance, la situation se dégrade. Et comme on l'a déjà évoqué, les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier sont touchées. Et on va dire qu'on va voir tout ça plus clairement pendant ce mois-ci, le mois de mai. Donc non, ce n'est pas bon. C'est même très mauvais. Chaque jour qui passe, la situation empire pour Trump. Elle empire aussi pour Netanyahou. Le monde voit maintenant qui est derrière toute cette misère. C'est Netanyahou. C'est le sionisme. 2 ans et demi de génocide, et maintenant ça. Même des pays comme l'Inde, ou les Européens, ou les Australiens, ou la Nouvelle-Zélande et le Canada, qui ont soutenu le génocide et le régime génocidaire pendant le génocide, même eux ne sont pas épargnés. Les Britanniques non plus. Ils ne sont pas épargnés par le régime israélien, par Netanyahou et par son acolyte, Trump.
Oui, tout à fait, professeur Moradi. Il y a une question que je voulais vraiment vous poser. Vous savez, RT a diffusé un reportage où ils ont interrogé des Iraniens dans la rue sur le prix de l'essence. Et tout le monde disait que le prix pour faire le plein n'avait en fait pas augmenté, qu'il était resté stable pendant toute cette crise. Ils parlaient de choses dont j'avais aucune idée, des cartes de carburant, ce genre de système. Franchement, la société iranienne, même pour quelqu'un comme moi qui essaie de comprendre, c'est difficile. Alors, pouvez-vous nous éclairer? Parce qu'en ce moment, aux États-Unis, à cause de cette guerre, en Californie par exemple, le prix dépasse presque $7 le gallon. Ici, sur la côte Est, l'essence est entre 4 et 5 dollars le gallon, autour de 4,50 $, 4,60 en moyenne. Et ça ne fait qu'empirer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On a l'impression que ce que font les États-Unis, et ce qu'Israël fait aussi, c'est, comme vous l'avez dit, essayer d'affamer et de détruire l'économie mondiale pour atteindre des objectifs qu'ils ne peuvent en réalité pas atteindre. Alors, peut-être que vous pouvez nous aider à comprendre ce contraste. Est-ce vrai? Est-ce vrai que l'Iran arrive à maintenir une certaine stabilité pour sa population, pendant que le reste du monde est en quelque sorte à la merci des États-Unis? Enfin, au moins une grande partie du monde. Peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie. Eh bien, le prix de l'essence en Iran, si on le convertit en gallons américains, serait entre 4 et 10 centimes le gallon. J'espère qu'aucun de vos téléspectateurs n'a peur. Se sont effondrés ou ont perdu connaissance. Tout le monde va bouger. Là, on va avoir des vagues de gens. Vous savez, on avait déjà des réfugiés de TikTok sur Chaongshu. Bientôt, on va voir de petits bateaux arriver sur les côtes de l'Iran. Oui, alors c'est quelque chose comme, je dirais, entre 4 et 10 centimes le gallon, selon le tarif. Il y a 3 tarifs différents pour l'essence à la pompe. Et oui, pour aggraver les choses, l'électricité en Iran est subventionnée, comme d'ailleurs toute l'énergie dans le pays, et ce n'est pas vraiment une bonne chose non plus. Ça augmente la consommation, le gaspillage, et évidemment, ça ne crée pas d'incitation à investir, et ainsi de suite. Mais bon, c'est la réalité. L'énergie bon marché, c'est bien, mais le gouvernement subventionne massivement l'essence et l'énergie pour les Iraniens ordinaires. Il y a eu quelques petites tentatives pour corriger ça, des mesures limitées. Mais voilà, on en est là aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'essence. Oui, Pour l'instant, on n'a pas de pénurie. wow. Oui, eh bien, je pense que ça montre qu'on n'avait pas vraiment besoin d'un rapport américain. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un rapport des services de renseignement des États-Unis sur l'Iran qui vient de sortir. C'est le Washington Post qui en a parlé, en disant que l'Iran serait capable de tenir face au blocus de Trump pendant plusieurs mois, selon eux. Et ils ont ajouté un autre détail, en précisant que l'arsenal de missiles et de drones iraniens reste très redoutable. Mais je pense, d'après ce que vous venez de dire, qu'il y a une vraie volonté de s'assurer que, oui, tout blocus sera contourné, même sur le plan intérieur. En même temps, il y a cette réalité. Les services de renseignement américains tirent la sonnette d'alarme en disant que, peu importe la durée, les États-Unis, est-ce que les États-Unis peuvent vraiment passer des mois à utiliser leur marine pour courir après des pétroliers? Vous savez, en dehors du Golfe Persique. Je ne sais pas. Mais quelle est votre réaction à tout ça? On dirait qu'il y a un lien entre ce que vous dites et ce rapport. Eh bien, vous savez, c'est aussi une question d'eau. Vous vous souvenez quand Netanyahou disait qu'on n'avait plus d'eau? Eh bien, on en a toujours. On n'est pas à court d'eau non plus. Donc, j'en ai bu, juste pour le principe. Oui, j'avais pas soif,
mais j'ai pas pu m'en empêcher. Bref, on a de l'eau, on a de l'essence. Écoutez, l'économie souffre. Ils ont bombardé beaucoup d'usines. Ils ont bombardé des hôpitaux. Ils ont bombardé des usines pharmaceutiques. Ils ont bombardé l'industrie sidérurgique iranienne. Ils ont bombardé des usines pétrochimiques. Ils ont bombardé les champs gaziers iraniens. Ils ont causé énormément de dégâts. Ils ont tué beaucoup de gens. Ils ont bombardé des collègues dans les universités. Ils ont bombardé de nombreuses universités, beaucoup d'universités et beaucoup de bâtiments universitaires, surtout des bâtiments d'ingénierie. Ils ont bombardé, ils ont tué, ils ont assassiné des professeurs, des Américains et des Israéliens. Et ce qu'ils faisaient, c'était attendre qu'ils aillent voir leur famille. Et quand ils allaient voir leur famille, ils les tuaient, eux, leur famille, et leurs voisins en même temps. Ils ont bombardé, je crois que je t'en ai déjà parlé dans l'émission, un ami à moi, un ami très proche avec qui je parle au moins 3 ou 4 fois par semaine, eh bien, son beau-frère, un petit entrepreneur, avait engagé 2 chauffeurs de camions pour transporter des marchandises d'une ville à une autre, ou peut-être dans l'autre sens, je ne sais plus. Et les Américains, c'était dans le sud, les Américains ont bombardé les 2 camions, tué les chauffeurs et bien sûr détruit toutes les marchandises. Voilà, ça c'est Trump. Ça c'est les États-Unis. Ce sont des pilotes américains. Ce sont des pilotes sionistes là-bas. Ils n'ont aucun sens moral. Ils ont intégré le mal, et c'est bien ça que nous affrontons. Alors oui, il y a des difficultés, et bien sûr, le blocus a un impact, sans aucun doute. Ce n'est pas une plaisanterie, ça a vraiment des conséquences. Quand on a de l'inflation, et que vous aussi vous en avez, il y a des gens qui perdent leur emploi. Et bien sûr, le gouvernement n'est pas le plus, enfin, les précédents non plus. Je ne rejette pas la faute sur cette administration en particulier, mais les différents gouvernements en Iran ont eu leur part d'incompétence, de corruption et de manquement. Et quand une crise comme celle-ci survient, évidemment, tout s'aggrave et de façon très nette. But the thing is that the Iranians know why they are suffering. They know that it's war, that it's an unjust war. They were minding their own business, and then twice in less than a year, they were assaulted. Forget the maximum pressure sanctions the collective West imposes. Forget all the other crimes that they carried out. The armed insurrections that we saw a few months ago, and support for terrorist groups in Iraqi Kurdistan and across le long de la frontière pakistanaise avec l'Iran. Tout ça, on le sait. Mais les gens voient bien qu'on leur fait la guerre, et ça les rend plus résistants, plus patients. More resilient, more patient. And of course the government has to do more to. Et bien sûr, le gouvernement doit en faire davantage pour faire face à ces problèmes que nous avons dans la société à cause de tous ces crimes. C'est vrai. Mais, comme je le disais tout à l'heure, si les États-Unis étaient vraiment en train de gagner cette guerre d'usure, cette tentative, comme certains sénateurs américains s'en vantaient sur Fox News, en disant « Nous affamons les Iraniens, ils n'ont plus rien à manger », manifestement avec une certaine satisfaction, eh bien, ce n'est pas ce qui se passe. Et si c'était le cas, alors pourquoi Trump aurait-il lancé ce projet appelé Freedom ou tenté de le lancer? Il aurait fait preuve de patience. S'il a été impatient, c'est qu'il y avait une raison. Et ce projet a échoué lui aussi. Donc, nous en sommes là. Il se peut que les États-Unis lancent une attaque ce soir, demain, après-demain ou pendant le week-end. Mais ça ne marchera pas non plus. Ça ne fera qu'empirer les choses. Vraiment beaucoup. Il pourrait y avoir une attaque terrestre. Ce sont donc des scénarios qu'ils envisagent. Je veux dire, rien n'est certain, mais on pense que c'est ce pourquoi les Américains se sont préparés. Ils n'ont pas amené tout ce matériel pour rien. Une grande partie de l'équipement qu'ils ont déployé dans la région pendant le cessez-le-feu, vers les Émirats, le Koweït
et apparemment surtout Bahreïn, comprend beaucoup de troupes au sol et énormément de matériel. Et une grande partie de leur force aérienne est au Qatar. Et l'Arabie saoudite, ainsi que Sri Grey Murray. Les Iraniens reconnaissent qu'ils pensent qu'il y a de fortes chances pour qu'une nouvelle attaque de Trump et de Netanyahou ait lieu. Mais ça ne changera rien pour eux. Ça ne fera que rendre la situation économique mondiale encore pire. Et ça ne poussera pas l'Iran à modifier sa position sur le détroit d'Ormuz. Les Iraniens se sont préparés à une défense terrestre. Ils laisseront sans doute les Américains prendre une île ou deux ou quelques îles, peut-être même une zone principale sur le continent. Et ensuite, ils commenceront à les bombarder. Et comme tu le sais, on en a déjà parlé, l'été approche. Le mois de mai, c'est un mois de transition. C'est pour vous, un peu comme nous avons, comme les Russes ont le général hiver, nous on a le général été. Et la péninsule arabique va être extrêmement chaude. S'il y a la guerre, et si les Américains mettent vraiment leurs menaces à exécution en détruisant les infrastructures vitales de l'Iran, alors l'Iran fera la même chose contre le régime israélien et contre les alliés des États-Unis dans la région du Golfe Persique. Ce qui voudrait dire que ces pays se videraient de leur population, parce qu'il ne serait tout simplement plus possible d'y vivre. Ce serait pareil pour les troupes américaines. Donc vous voyez, encore une fois, on en revient à ce que vous et moi, à ce que je disais avant l'émission. On pourrait penser que les États-Unis, sous Trump, diraient « Bon, ça suffit, il faut trouver une solution ». Mais vous, moi et votre public, on n'a pas la capacité d'entrer dans la tête d'un psychopathe fou. Ou disons, pas complètement sain d'esprit, mais clairement un psychopathe. On n'a pas cette capacité, Dieu merci, et j'espère qu'aucun de nous ne l'aura jamais. Donc c'est impossible de prévoir ce qui va se passer dans les jours à venir. Vous pensez, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'à cause de la chaleur et de la visite en Chine, les États-Unis ne prendraient pas cette direction. Mais les Iraniens, eux, sont totalement préparés. Ils pensent que Trump n'est pas quelqu'un de sain et de rationnel et qu'il se moque de son pays. Netanyahou ne se soucie pas des États-Unis. Les sionistes ne se soucient pas des États-Unis. Donc tout est possible. Oui, alors vous avez peut-être vu les derniers commentaires du président Trump. Je vais simplement les lire. Il n'y aura aucun accord avec l'Iran, sauf en cas de reddition inconditionnelle. Et ensuite, la sélection d'un grand dirigeant acceptable, entre guillemets. Nous, et beaucoup de nos merveilleux et très courageux alliés et partenaires, travailleront sans relâche pour ramener l'Iran du bord de la destruction en le rendant économiquement meilleur, plus grand et plus fort qu'avant. L'Iran aura un grand avenir, rendre sa grandeur à l'Iran. Franchement, à ce stade, c'est presque au-delà de la parodie. On a même eu Jesse Waters sur Fox News. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Quand le projet Freedom a été annulé, il a dit que c'était une tentative de l'administration Trump de permettre à l'Iran de sauver la face. Et puis, Politico a rapporté que selon certaines sources du Golfe, en réalité, c'est Trump qui essaye de sauver la face avec ces mesures. L'idée serait de maintenir la guerre à un niveau très bas, de garder le blocus en place, tout en évitant de relancer les frappes. Il y a beaucoup de contradictions dans tout ça. Mais je pense qu'elle montre surtout une certaine confusion du côté de l'administration américaine sur la marche à suivre, parce que, comme vous l'avez dit, des frappes pourraient avoir lieu. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens du côté du Pentagone qui y pensent sérieusement. Ce tweet date d'il y a quoi? Quelques minutes à peine, je dirais. Oui, ça date d'il y a quelques minutes. Cela montre qu'il veut mener des attaques, probablement assassiner des dirigeants iraniens. Et c'est la loi de la jungle que l'Occident a imposée au monde.
tuer des dirigeants iraniens, massacrer des Iraniens, sans doute encore quelques centaines d'enfants. Et les médias occidentaux feront semblant, parce qu'ils sont aussi moralement corrompus que le régime lui-même. Vous savez, on regarde ce qui se passe au Liban. Chaque jour, ils massacrent des gens, mais les médias occidentaux détournent le regard. Ce n'est pas comme à Gaza, où les médias occidentaux faisaient semblant qu'il n'y avait personne sur place. Beyrouth est pleine de journalistes occidentaux et de journalistes liés aux médias occidentaux. Mais la couverture n'est pas différente de celle qu'on a eue à Gaza pendant 2 ans et demi. Aucune différence, vraiment. Ils vont essayer de détourner le regard, ou bien de justifier les atrocités. Ils vont dire, vous savez, comme quand ils parlaient de la police dirigée par le Hamas, peu importe, juste pour justifier le massacre de policiers et de personnes qui protégeaient l'aide et les travailleurs humanitaires. Au Liban, à chaque fois qu'ils bombardent un immeuble, ils disent, vous savez, bastion du Hezbollah, cible du Hezbollah. Et ça sert à justifier le massacre. Je veux dire, tous ces journalistes occidentaux des grands médias à Beyrouth, presque tous, je dirais même tous, ce sont une bande de criminels. Ils participent à un génocide. Ils sont génocidaires parce qu'ils essayent de cacher les attaques génocidaires. Et ce sont des gens méprisables. Mais quoi qu'il en soit, ça va échouer. Comme au Liban, ils vont échouer. Et Trump va détruire l'économie mondiale. Il est déterminé, obstiné. S'il continue sur cette voie, je pense que tout le monde doit se préparer à l'impact. Parce que si on en arrive à une guerre où il vise les dirigeants iraniens, j'ai entendu des responsables iraniens de haut niveau dire qu'ils riposteraient contre ces dictatures familiales arabes. Ils ont dit que, puisqu'elles seraient complices de cette guerre, alors les palais de Doha, ceux des Émirats et leurs dirigeants seraient eux aussi pris pour cible. Parce que pour l'Iran, c'est inacceptable. Donc on entre peut-être dans la phase finale. Et après ça, on vivra dans un monde très différent. Mais on verra bien. Peut-être que Trump dit n'importe quoi. Mais eux, ils se préparent à une attaque majeure. Et puisqu'on parle d'Israël, pendant que les États-Unis jouent un peu avec l'idée de relancer la guerre contre l'Iran, Israël commet des atrocités terribles en visant les secouristes comme ils l'ont fait à Gaza et en profanant même des lieux chrétiens. Avez-vous entendu la moindre indignation venant de Londres, de Paris ou de Bruxelles? Y a-t-il eu la moindre sanction pour toutes ces atrocités? Rien. Parce que ce sont, vous savez, une bande de criminels, une bande de monstres génocidaires liés à la classe Epstein, tout comme leurs journalistes, tout comme leurs médias. C'est une classe de gens qui dominent tout l'Occident. Et les journalistes, les diplomates, ce sont tous des instruments de cette puissante oligarchie, cette oligarchie sioniste de la classe Epstein. Et c'est ça qui explique tout. Il n'y a pas d'autre façon de le voir quand on voit des familles entières être anéanties chaque jour au Liban, des familles entières effacées chaque jour dans différentes régions du pays. Et personne en Occident, même pas le Guardian, ne s'en soucie vraiment. Certains vont en parler un peu, très brièvement, et d'autres vont complètement l'ignorer. Mais au fond, ce sont juste des outils. C'est comme ça, tout simplement. Et ce sont les mêmes personnes qui continuent de débattre et de rejeter l'idée de l'Iran, selon laquelle le Liban devrait être inclus dans tout accord visant à mettre fin à la guerre, ou même dans un simple cessez-le-feu. Concernant le cessez-le-feu lui-même, l'Iran a dit que le Liban et tous les fronts devaient être inclus. Et les médias occidentaux, eux, s'en offusquent. Ils vont refuser, mais ils seront quand même entraînés. Et ces journalistes et diplomates occidentaux, par leur silence, ne font qu'aider les États-Unis à les pousser dans le vide. Eux, leurs familles, leur communauté, leur pays et le monde entier.
Parce que c'est là que le monde se dirige. C'est là que l'économie mondiale se dirige. Elle fonce droit dans le mur. That's where the world economy is going. It's going over a cliff. Yeah, and Iran said, in response to Oui, et vous savez, l'Iran a déclaré, en réponse à ce que Trump a appelé une reddition inconditionnelle, que tout ce jeu d'Axios sur les marchés, avec ce mémorandum d'entente présenté comme un rapport sur la paix, n'était qu'une façade. L'Iran a dit que les États-Unis ne sortiront pas de cette guerre sans payer de réparation. Alors la question, professeur Moradi, c'est qui va céder le premier? Parce que, malgré tout, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les États-Unis peuvent continuer indéfiniment sur cette voie avec l'irrationalité de Trump, mais aussi avec cette soif de guerre, cette obsession pour les blocus, le pétrole et tout ce qui va avec. And its obsession with blockades and oil and all of this. I can just go on like this forever. That is actually not. Ils ne peuvent pas continuer comme ça indéfiniment. Ce n'est tout simplement pas le cas. Je ne crois pas que les États-Unis puissent avancer encore et encore, éternellement. Une grande dépression provoque énormément de dégâts, même pour les plus riches. Leur nombre a tendance à diminuer quand une grande dépression survient. Il y en a toujours moins après une grande dépression. Donc, il y aura forcément des gens très puissants qui voudront empêcher ça. Mais malgré tout, qui va céder le premier, professeur Moradi? Parce que l'Iran dit clairement « Non, nous ne laisserons pas les États-Unis s'en tirer sans réparation. » Et bien sûr, sans toutes les autres conditions sur lesquelles ils refusent encore de bouger. Eh bien, tout d'abord, vous avez raison. Les très riches, leur nombre va diminuer. Mais même ceux qui resteront très riches et puissants, est-ce que leur vie sera plus facile ou est-ce qu'ils se sentiront moins en sécurité? Les gens dont la vie a été détruite par ces élites, par ce qu'on pourrait appeler la classe Epstein, est-ce que leur colère rendra ces riches plus en sécurité ou moins en sécurité? Ceux qui resteront parmi les fortunés devraient vraiment y réfléchir. Mais je crois qu'on connaît tous la réponse. Les Iraniens ont déjà montré une résilience extraordinaire, tout comme au Liban, à Gaza ou en Irak, et tout cela conduit à la guerre. Et cela avant même de parler de la culture de l'Iran, de son héritage, de sa civilisation, de son patrimoine religieux. Cela la rend vraiment unique par sa résilience et sa capacité de résistance. Et on l'a bien vu. Elle a vaincu une superpuissance, avec tous ses alliés, toutes ses forces, par procuration, et l'ensemble de l'Occident collectif qui la soutenait. Un seul pays, avec quelques alliés régionaux partageant la même idéologie et la même vision du monde, que l'ethno-suprémacisme est immoral et que le peuple palestinien ne doit pas être exterminé. Voilà, c'est ça, le péché de l'axe de la résistance. C'est assez simple, et personne ne le rejoindra dans cette région. Même si les pays vendent du pétrole au régime israélien, transportent du pétrole, achètent du gaz, font du commerce et des affaires. Dans le cas des Émirats arabes unis, ce sont des alliés à part entière du régime israélien. Mais c'est bien ça, le péché. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est clair que les Iraniens feront preuve de résilience. Ils résisteront. Peu importe les souffrances qu'ils subissent. S'il y a la guerre, il y aura encore plus de souffrances, plus de morts, plus d'enfants massacrés par la coalition Epstein. Mais l'économie mondiale s'effondrera et le monde en tiendra Trump, Netanyahou et les sionistes pour responsables. Le monde voit bien qui a provoqué tout ça. Partout, les gens le comprennent. Dans le monde entier, en Occident, aux États-Unis, en Europe, les gens voient que Trump et Netanyahou ont provoqué cette catastrophe. On le sait, grâce à Joe Kent, à sa lettre de démission. Qui est derrière cette guerre? Ce sont les sionistes, les lobbyistes sionistes, le régime israélien. Donc il n'y a plus rien à cacher. Et après 2 ans et demi de génocide, si on ajoute encore ça, je ne pense pas que ce soit bon non plus pour le régime israélien. Vous savez, professeur Rondy, je dirais en fait que... Enfin, juste une chose, Danny.
a number of Indian J'ai rencontré plusieurs journalistes indiens ces derniers jours, séparément. 2 d'entre eux sont venus en Iran à des moments différents. Un groupe de journalistes indiens est venu ensemble et un autre journaliste est venu seul. J'ai eu des entretiens séparés avec chacun d'eux. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que l'ambiance en Inde a changé. Au début, il y avait bien sûr beaucoup de soutien de la part de Modi pour ce génocide. Et beaucoup d'Indiens, pour diverses raisons, prenaient le parti d'Israël. Mais beaucoup d'autres, opposés au génocide, et pas seulement des musulmans, disaient le contraire dès le premier jour. Plusieurs de mes amis indiens me l'ont répété depuis le début. Mais les chiffres évoluent. En Inde, l'état d'esprit a changé. C'est le constat général de toutes les personnes à qui j'ai parlé. Alors, quand les Israéliens ont perdu l'Inde, qu'est-ce qu'il leur reste? Yeah. Well, I wanted to ask you what Oui, you believe, enfin, je voulais vous Abbas demander ce que Araghchi vous en did pensez. at Beijing. Vous savez, Abbas Araghchi était à Pékin, il a rencontré Wang Yi, et il a dit que selon la Chine, l'Iran après la guerre n'est plus le même qu'avant la guerre. Il laissait entendre que l'Iran s'est transformé et qu'en gros, il est dans une meilleure position maintenant qu'avant le conflit. Je suis curieux de savoir de quoi, selon vous, il parle exactement. Et si vous pouviez peut-être expliquer un peu la logique derrière ça. Parce que vous savez, ici, aux États-Unis et en Occident, tout ce qu'on entend, c'est que l'Iran a été anéanti. Sa marine, son armée de l'air, ses forces armées, sa société sont en ruine, son économie s'effondre, bref, tout va mal. Alors, de quoi parle Abbas Araghchi quand il dit ça? What is Abbas Araghchi then talking about when he says this? Eh bien, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, est allé voir le président Poutine il y a quelques jours. Et le président Poutine a dit qu'il était évidemment impressionné par la résilience du peuple iranien face à tout ça. Les responsables chinois, qui ont parlé avec le ministre et sa délégation, ont dit la même chose. Tout le monde est impressionné qu'un pays comme l'Iran ait pu résister à cette attaque barbare, alors que, vraiment, l'Occident collectif soutenait entièrement les États-Unis. Il y avait ceux qui les soutenaient directement et ceux qui les soutenaient indirectement. Mais tout le monde était du côté des États-Unis, les mêmes qui soutiennent l'extermination du peuple palestinien. Le Canada, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et ainsi de suite. Tous ceux qui soutiennent l'extermination des enfants palestiniens et celle des enfants libanais soutiennent aussi l'extermination des enfants iraniens. C'est pour ça qu'il n'y a aucune indignation. À chaque fois que Trump dit qu'il va anéantir l'Iran, le ramener à l'âge de pierre ou l'effacer de la carte, il le répète depuis des semaines sous différentes formes. Avez-vous vu un seul gouvernement occidental condamner ces propos? Avez-vous vu un seul grand journaliste occidental, influent, avec des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, publier un message là-dessus, dire à quel point il ou elle est révolté? Avez-vous vu des médias occidentaux comme The Guardian ou le New York Times en parler? Parler de ce massacre de masse qu'il veut commettre, de cet holocauste, un holocauste sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Non, parce qu'ils sont complètement, vous savez, complètement en faillite. En faillite morale. Avant-hier, j'étais à nouveau dans l'émission de Piers Morgan et il disait qu'il avait invité quelqu'un, je ne me souviens plus du nom, et cette personne affirmait que l'Iran avait été totalement vaincu et que si les États-Unis n'avaient pas pris le contrôle du détroit d'Ormuz, c'était uniquement pour des raisons politiques. Et Morgan disait qu'il y croyait. Alors j'ai dit, eh bien, dans ce cas, prends-le, allons-y. Puis j'ai ajouté, pourquoi tu ne le prends pas tout simplement? Comme ça, tu pourras faire de nous des réfugiés, comme les Palestiniens, et assumer ça. Et donc Trump voudra peut-être faire ça. Même s'il ne pourra jamais vraiment le faire, c'est exactement ce qui est arrivé à la Palestine.
En fait, il y a une discussion avant que je passe à l'antenne entre ces gens qui parlaient de la Palestine. Et l'un d'eux, un vieux monsieur qui se fait passer pour quelqu'un de cultivé, vraiment un type dégoûtant, disait qu'Israël est la seule démocratie. Je veux dire, ces fous génocidaires ont volé la terre du peuple palestinien, les ont envoyés dans des camps de concentration, puis les ont anéantis, tu vois, en commettant ce génocide. Je veux dire, le 7 octobre, ce n'est pas le début de l'histoire. C'est un des chapitres les plus récents de tout cet épisode historique. Mais bon, c'est ça, la ligne politique occidentale. Alors maintenant, ils peuvent bien dire tout ce qu'ils veulent, que l'Iran a été vaincu en Occident, mais en dehors de l'Occident. Et je pense que beaucoup de gens ordinaires en Occident aussi, ils voient bien que c'était une défaite majeure pour Trump et pour l'Empire. Et il peut tenter sa chance à nouveau ce soir. Avec ce tweet, peut-être que c'est ce qu'il va faire ce soir ou demain. Mais ça n'améliorera pas sa position. Encore une fois, ce sera un pari, mais il perdra la Chambre. Oui, dans les 10 dernières minutes qu'il nous reste, pouvez-vous parler du pari, puisqu'on parle de pari, que les Émirats arabes unis font ici? Parce que même dans les rapports sur le projet Freedom, on a vu que des États du Golfe, comme le Koweït ou l'Arabie saoudite, refusaient d'utiliser les moyens américains présents sur leur territoire pour soutenir ce projet. Pourtant, les Émirats ont été cités comme le partenaire fidèle de l'administration Trump. Et on a vu, avec les événements de la semaine dernière, comment les Émirats semblaient jouer le jeu d'un récit d'escalade, affirmant que l'Iran les attaquait et qu'ils allaient lui faire payer. Et bien sûr, les jours ont passé, et ils n'ont absolument rien fait. Mais malgré tout, on a l'impression que les Émirats ont lancé un énorme pari du côté israélien et américain. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi maintenant? Pourquoi les Émirats, alors que la région traverse cette crise du détroit d'Ormuz, que l'Iran contrôle désormais presque entièrement, pourquoi choisirait-il de faire ça maintenant? Why would they do this now? Eh bien, tout d'abord, je ne serais pas trop optimiste à propos de l'Arabie saoudite, ni de qui que ce soit d'autre. Et on ne sait pas. Enfin, clairement, l'opération a échoué. Trump a essayé de faire croire que c'était les Pakistanais qui l'avaient contacté, mais je suis sûr que le Pakistan n'a rien à voir là-dedans. C'était simplement un échec, et peu importe qui a dit quoi ou fait quoi. Mais je ne serais pas trop sûr des Saoudiens. Et je sais que les Iraniens observent de très près les forces américaines dans la région. Et s'il y a une attaque, eh bien les Saoudiens et les autres seront tous complices, comme la dernière fois. Donc, il faudra attendre et voir. Il y a eu quelques articles dans certains journaux, mais pas assez pour qu'on puisse tirer une conclusion sur l'avenir, ni même savoir si tout cela était vrai. Même si c'était le cas, ça ne veut pas dire que ça va changer le cours des événements dans les jours à venir. On verra bien. Mais les Émirats arabes unis, vous savez, sont un proche allié du régime israélien. Ils ont mené des politiques qui profitent à ce régime, au Yémen, au Soudan. Ils ont contribué au génocide là-bas et à la guerre génocidaire au Yémen, où, à l'époque, ils étaient alliés avec les Saoudiens et bien sûr avec le Qatar, la Turquie et d'autres. Au début, ils étaient tous ensemble dans cette alliance. Mais quand il y a eu une rupture entre eux et qu'un blocus a été imposé au Qatar, la Turquie et le Qatar ont pris leur distance avec le génocide au Yémen. En revanche, dans la Corne de l'Afrique, notamment en Somalie, les Émirats arabes unis sont restés un proche allié du régime israélien. Je pense que Mohammed Ben Zayed est, vous savez, un peu comme Saddam Hussein. Quand des gens comme ça sont entourés de courtisans, de personnes qui n'osent pas leur dire la vérité et qui ont une richesse immense, que tout ce qu'ils veulent se réalise, ils finissent par perdre le sens des réalités.
Saddam Hussein, c'est à cause de sa propre stupidité, de son arrogance, de son comportement délirant qu'il a provoqué la destruction de l'Irak, comme on l'a vu. Et je pense que Mohammed Ben Zayed reçoit probablement de ses conseillers le même genre d'informations que celles que les conseillers de Trump lui donnaient. Et d'après ce que je comprends, tous les deux sont complètement déconnectés de la réalité. Vous me posez une question. Je spécule, bien sûr. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais je pense que Trump est dans une certaine mesure déconnecté de la réalité. Et je pense que Mohammed Ben Zayed l'est clairement aussi. Lui, son entourage, son groupe, ses proches, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Même aux Émirats, pendant que la guerre faisait rage à travers le monde arabe, beaucoup de gens soutenaient l'Iran. Si on regardait en ligne, on voyait ce soutien à l'Iran. Les seuls qui s'y opposaient, c'étaient les wahhabites et les salafistes, les mêmes qui sont financés depuis des décennies par les Qataris, les Saoudiens et d'autres, et qui poursuivent cette logique impériale. Ils font ça depuis des décennies, que ce soit en Libye, en Syrie, en Irak ou ailleurs dans le monde, y compris en Afrique, avec Boko Haram et toutes ces autres organisations criminelles. À part eux, les gens soutenaient l'Iran et l'axe de la résistance. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ces régimes arabes du Golfe Persique ne font rien pour les peuples arabes, ni pour la région. Ce sont des agents, des intermédiaires. Et les Émirats, c'est le pire du pire. Et je doute même que les Émiratis eux-mêmes, parce que c'est un État policier. Je veux dire, Piers Morgan aime faire semblant que l'Iran est un État policier. Il n'a aucune idée de ce dont il parle. Je sais que tu l'invites. Je sais que tu dis souvent « Allez, viens, tu peux venir voir par toi-même. » Il peut venir à mon cours souvent. Il peut venir ou bien prendre un taxi et là il entendra toutes sortes de choses. Mais bon, peu importe. Les Émirats, c'est un État policier où tout est surveillé. Personne ne dit rien. Les gens ne parlent pas de politique. Enfin voilà. Moi je pense qu'il est dans le déni et que si ça continue comme ça finira par provoquer la chute des Émirats arabes unis ou bien la fin du règne de la famille au pouvoir. Je veux dire, j'ai quelques connaissances qui voyagent souvent ou qui vivent par période aux Émirats arabes unis. Elles m'ont contacté et il y a eu des informations selon lesquelles, pendant la guerre ouverte, quand les États-Unis et Israël attaquaient l'Iran et que l'Iran ripostait, Israël aurait envoyé des troupes pour ce que ça vaut, ainsi que le fameux système du dôme de fer aux Émirats. Mais ça fait des années que j'entends dire que les Émirats sont remplis d'Israéliens, de services secrets israéliens. Ils ont plusieurs vols chaque jour, plusieurs vols tous les jours. Assad a des bureaux là-bas. Oui, les Émirats arabes unis sont... Oui, oui. Et enfin, regardez leur parcours. Beaucoup de gens ont été surpris. Ah, les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP. Wow. Les Émirats plongent vraiment tête la première. Il y a aussi l'Organisation arabe des pays producteurs de pétrole. Je veux dire, ils refusent même de s'asseoir avec les autres alliés des États-Unis dans le Golfe Persique. Ah oui, oui. En fait, c'est vraiment ce que les Émirats arabes unis ont fait au Yémen. Tu as parlé du soutien aux wahhabites et à tous ces groupes djihadistes, ces sortes de mandataires. Oui, c'est ce qu'ils font tous. Oui. Les Émirats arabes unis sont impliqués là-dedans aussi. Oui. Donc en fait, ils sont tous concernés. Le Soudan, la Libye, la Somalie. Oui, voilà. Et maintenant, on dirait que les choses deviennent vraiment sérieuses, professeur Morandi, quand on parle de leur avenir. Parce que continuer sur cette voie, alors que les États-Unis sont un peu en mission suicidaire pour eux, c'est risqué. Les États-Unis peuvent, à tout moment, s'ils en ressentent le besoin, comme ils l'ont fait en Afghanistan, tout plier et s'en aller. Mais les habitants du Golfe, eux,
ne peuvent pas vraiment faire ça. Enfin, ils pourraient y être contraints. Mais malgré tout, cette région, elle a tellement alimenté Trump. Et Trump, comme il le disait lui-même, il les a vraiment pressés jusqu'au bout. C'est ce qu'il a fait. Et à partir de Trump, Netanyahou a provoqué leur destruction. Oui, professeur Morandi, un dernier mot avant que je conclue. Any final words before I conclude here? No, I just hope that everyone Non, non. tries to get J'espère juste que tout le monde essaiera d'être aussi actif que possible, en ligne, hors ligne, en soutenant. Il ne faut pas oublier les enfants de Gaza, les enfants du Liban. Ils en tuent des milliers chaque jour. Les médias occidentaux essayent de le cacher au public. Il faut descendre dans la rue. Il faut manifester. Il faut être plus actif en ligne. Il faut sensibiliser. Il faut raviver cet élan qu'on avait l'an dernier, avant que ces régimes de la région n'aident Trump à blanchir son génocide et n'imposent ce faux cessez-le-feu. Quand les dirigeants de la région sont allés en Égypte pour ce spectacle de singes avec Trump. C'est ça qui a cassé la dynamique. Vous vous souvenez de toutes ces foules dans les rues, de Sydney à Madrid, partout, c'était incroyable. Il faut qu'on travaille, que tout le monde travaille pour raviver ça. Et j'espère que le peuple iranien, sa résistance, portera ses fruits et que cela aidera nos frères et sœurs de Cuba et du Venezuela. Ce qui, je l'espère, allégera la pression sur eux pour qu'ils puissent respirer un peu plus librement. that will hopefully ease the pressure on them so that they can breathe more easily. Yeah. I mean, there is a concerted effort. Oui. Je veux dire, il y a un effort concerté. L'Iran, tu sais, à l'échelle mondiale, on sait que la Russie, la Chine, eux aussi ont aidé Cuba. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas. Il y a des forces dans le monde qui sont du bon côté. Et on doit continuer à s'exprimer, surtout que, tu vois, je n'ai même pas eu vraiment l'occasion d'en parler ces derniers jours, mais il y a eu une autre flottille qui a essayé de prendre la mer. But there was another flotilla that tried to sail. And we have to Oui, keep, et il faut continuer à le rappeler aux gens, parce qu'on a complètement écarté ça des médias occidentaux. Les médias occidentaux sont restés très silencieux à ce sujet. Ils ont boycotté cette flottille. La précédente avait eu beaucoup plus de couverture. Depuis que les dirigeants de la région sont allés en Égypte, vous savez, Erdogan, Sisi, Abdallah et ces despotes du Golfe Persique, ils se sont tous réunis là-bas, entre autres. Ils ont blanchi le génocide de Trump. Trump a imposé ce faux cessez-le-feu. Et depuis, chaque jour, il continue de tuer des Palestiniens. Every day they've been murdering Palestinians since, and that has caused the momentum. Et ça a fait retomber l'élan qu'il y avait dans les rues, partout dans le monde. And that has allowed Et du coup, les médias occidentaux ont pu ignorer ce qui se passe. Donc, il faut qu'on se mobilise pour relancer tout ça. Les héros qui étaient sur la flottille ont fait ça pour nous rappeler ce qui se passait à Gaza. C'est donc notre responsabilité de nous en souvenir et de rappeler à tout le monde ce qui se passe là-bas. Il y a des enfants palestiniens qui meurent de faim. Des enfants palestiniens en situation de handicap qui sont dans un état vraiment, vraiment critique. Et j'espère qu'on pourra tous, chacun à notre manière, apporter un peu d'aide. we can all do our own bit to help. And Israel has, Oui, et Israël a arrêté et emprisonné 2 des dirigeants de la flottille la plus récente. Ils sont toujours détenus et il paraît qu'ils sont torturés. Saif Abou Kashek et Thiago Avila sont encore sous la garde des autorités israéliennes. Et ça pourrait durer un bon moment. Donc tout le monde devrait vraiment suivre cette affaire de près. So everyone should definitely be paying attention to. And Western governments don't Et les gouvernements occidentaux s'en fichent. Ils ont été enlevés dans les eaux internationales, pas en Palestine. Pas en Palestine. not in Palestine. So everyone, as Professor Morandi said, that's why it's important to be active, continue to spread the word about these things. We'll be back here tomorrow at 1 p.m. Eastern time. I'll let you know what I have cooking then. But everyone, thank Professor Morandi as we go. It is my birthday, so if you appreciate the show, go hit the like button. Oh, thanks. Yeah, Oui, parce que c'est un beau cadeau pour tout le monde.
everyone else. Ce n'est pas un cadeau, mais tu es sous sanction, donc je ne peux rien faire. I know it's like me wishing I Je sais, c'est un peu comme si je voulais m'acheter un téléphone Huawei. Oups, impossible. C'est interdit ici. Mais bon, tout le monde, mettez un petit j'aime. C'est un super cadeau. Enfin, pas vraiment pour moi, en fait. Allez, cliquez sur le bouton. more people. Do hit the button. I mean, Je veux dire, faites passer le mot dès aujourd'hui. Offrez à Danny iPhone un petit cadeau spécial, quelques mentions j'aime en plus. extra likes. Yeah. Oui, faites en sorte que tout le monde entende ça. Heard all around. Abonne-toi et fais enfin tout ce que tu es censé faire, Danny. All right. Well, appreciate everybody. Très bien. Thanks Merci à for tous, the vraiment. chats. I'll just Et merci à ceux qui ont envoyé des super chats. get out of here. Je vais juste vous afficher rapidement avant qu'on se quitte. On va dire au revoir. Je reviens demain à 13h, heure de la côte Est, le 8 mai. À la prochaine. Salut! Until next time. Bye bye.